Mesdames, et si nous jetions un pavé dans la mare? Disons-le franchement. 40 ans n'est-il pas le nouvel âge d'or des femmes en Afrique? Célibataires, célibatantes, célibatues, femmes de quelqu'un pour certaines, avec ou sans enfants, vous avez été d'une manière ou d'une autre mises en quarantaine. Alors la riposte s'organise. Je m'appelle Alexandra Ngan. Et à travers des conversations de femmes, nous allons révéler les pressions existantes pour savoir qui et si on nous déconfine ou non. Cap 40, même pas peur. Le génie n'est-il pas un peu féminin? Dans un monde où la connaissance ne cesse de repousser ses limites, comment être une femme épanouie sans avoir accès à l'information et à la formation? Peut-on réformer l'accès à la formation, la misogynie en matière d'éducation? Jessica Alogo et Virginie Fanny Diaz sortent du confinement et nous parlent du rôle que la femme africaine a joué dans le développement du continent. Accorder le génie au féminin par Jessica Alogo. Montréal, septembre 99. Je gravissais sous un vent glacial les marches menant à l'école polytechnique de Montréal, Poly pour les initiés. La prestigieuse école se faisait désirer, perchée au sommet de sa colline. Elle donnait le ton de ce que seraient les 4 années passées en son sein. Il fallait tenir le rythme et affronter courageusement la pente qui menait à ses portes, afin d'accéder au Saint Graal, le titre d'ingénieur. Force, courage, résilience, créativité, je me répétais en boucle ces quelques qualités qui me seraient nécessaires durant les prochaines années à venir. Devenir ingénieur. Pourquoi ne pas m'orienter en biologie, médecine, comptabilité, droit? J'étais une élève brillante, le champ des possibles s'ouvrait à moi, je pouvais embrasser avec brio n'importe quelles études. Pourquoi l'ingénierie? Sans jamais en avoir pris conscience, j'ai toujours été un brin féministe et anticonformiste, on va dire. J'ai pas toujours aimé ce mot, féministe. Je l'ai trop souvent vu galvauder et sa force étiolée sur des débats qui n'en étaient pas en fait. Mais aujourd'hui, je le trouve beau ce mot, je le trouve fort, rassembleur, important. Je déteste les stéréotypes et les idées reçues. Tous ces concepts qui entravent notre pensée, nous aliènent et nous mettent, nous les femmes, dans des cases. Ne me demandez plus jamais pourquoi j'ai quitté un emploi confortable dans le pétrole pour faire des confitures. Plus jamais, s'il vous plaît. Et vous savez quoi? Je change demain si j'en ai envie, si l'envie me pique et si j'ai une nouvelle passion, parce que vous savez quoi? Je le peux. Tout ce que je rêve, je peux le matérialiser parce que j'ai foi en moi. Cette graine d'émancipation et ce brin de folie germent en moi depuis mon plus jeune âge en fait. J'ai été tour à tour meneuse de water-polo, championne de natation, imbattable à la descente de shooter de vodka. Si, croyez-moi, j'étais imbattable. J'ai toujours aimé me frotter à la jante masculine et défier les a priori selon lesquels ils seraient plus talentueux que nous, les femmes, dans certains domaines. Je pense que c'était mon féminisme à moi, en fait. J'ai été pendant toutes mes études primaires et secondaires en rivalité avec des garçons. Une chose que j'ai toujours trouvée injuste m'a marquée et a définitivement forgé la femme que je suis devenue. Les années où un garçon était meilleur et me reléguait au rang de 2e de classe, ça paraissait une évidence pour tous en fait. C'était normal. Les garçons sont meilleurs que les filles en maths. Non. Vous me direz. Du haut de nos 7 ans, ce stéréotype sournois était déjà bien ancré en nous. La société, le corps enseignant, nos parents ont commencé très tôt à distiller subtilement le poison de la discrimination basée sur l'approche genre, comme on dit aujourd'hui. À l'époque, on parlait pas d'approche genre, on dit c'était juste un fait anodin pour tout le monde et le juste reflet des résultats scolaires des garçons et des filles. Force a été de constater en arrivant au lycée qu'en effet,
La majorité des filles évoluaient vers des séries littéraires. Les filles seraient donc moins douées pour les maths. Est-ce que tout ça se résume donc à une question d'aptitude cognitive entre les hommes et les femmes ? Alors, est-ce que nous, les femmes, on aurait un mode de raisonnement qui serait moins approprié à la résolution de problèmes abstraits ? Le génie serait-il donc masculin ? J'ai toujours trouvé ce postulat révoltant, et puis je me suis toujours évertuée à le combattre par l'exemple. Non, c'est faux, regardez-moi. Je leur botte les fesses à ces garçons en mathématiques. Toutes ces questions me taraudaient l'esprit, et j'ai réalisé que les résultats scolaires ne reflétaient pas seulement les aptitudes, mais aussi l'investissement et les efforts que fournissent les élèves. Et si la réponse à ces questions résidait simplement dans le fait que les garçons s'investissaient davantage dans l'étude des maths que les filles. Non pas parce qu'ils sont initialement meilleurs, mais peut-être parce que des normes sociales bien ancrées les poussent davantage que les filles à étudier les maths. Parce qu'en vérité, vous serez d'accord, nos choix individuels dépendent des représentations sociales qui nous entourent. Les stéréotypes de genre quant au métier influencent définitivement les filles et les garçons dans leur choix d'études. On ne peut donc pas considérer que la discrimination de genre découle entièrement de nos choix, nos préférences ou encore d'aptitudes. L'environnement dans lequel nous évoluons influence aussi nos décisions de jeunes étudiants. Il existait bel et bien une forme de pression subtile visant à nous dissuader, nous, les filles, d'étudier dans des filières scientifiques. Une construction sociale selon laquelle certains métiers ne sont pas faits pour les femmes. Attention, le sujet est d'importance. Comprendre la sous-représentation des femmes dans les sciences, c'est potentiellement se donner le moyen d'améliorer leur situation future sur le marché du travail. En effet, l'absence des femmes dans les filières scientifiques nuit à leur situation ultérieure sur le marché du travail puisque ces filières mènent à des métiers souvent plus valorisés et bien sûr mieux rémunérés. Oh que oui, je l'ai compris très jeune, l'éducation, c'est le pouvoir. Le pouvoir de dire non, le pouvoir de faire ses propres choix, le pouvoir de vivre la vie qu'on a choisie, le pouvoir de choisir son métier, le pouvoir d'avoir un salaire offrant la liberté de ses rêves. C'est décidé, je serai ingénieur pour toutes ces raisons. Je n'aurais pas embrassé ce métier, je n'aurais jamais eu le luxe de mes choix. Le luxe de renoncer à un emploi confortable pour poursuivre mes rêves et ma quête de bonheur. Le luxe de tourner mes bassines de confiture sans remords et avec le sourire. Parce qu'après tout, c'est en ça que réside notre quête existentielle, trouver le bonheur. L'éducation et mon environnement familial m'ont offert tout ça. Et je rêve d'une Afrique qui permette à toutes ces jeunes filles et à toutes ces femmes de s'offrir cette vie et de pouvoir rêver. J'arrivais enfin au sommet de la montagne de Poli. La porte de l'école n'était plus qu'à quelques pas. Une chose me frappa, une date, plus précisément, marquée au fer blanc sur une plaque commémorative. Une date que je n'oublierai jamais, pour cause, c'est le jour de mon anniversaire. 6 décembre 1989. J'avais alors 9 ans. Ce jour-là, une tragédie survient au sein de l'école. On l'appellera la tuerie de l'école polytechnique de Montréal. Ce jour-là, 14 femmes se sont fait voler leur avenir parce qu'elles étaient des femmes. Un homme assassine 14 femmes. Il se suicide ensuite, laissant une lettre dans laquelle il explique son acte par des motifs antiféministes. Ces étudiantes représentaient l'émancipation des femmes, désireuses d'occuper une profession a priori réservée aux hommes, et cela lui était insupportable. Ces femmes sont tombées au combat. D'autres tomberont encore, et c'est grâce à ces femmes que nous pouvons avancer et qu'il est hors de question pour nous d'arrêter. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces motifs antiféministes ? Est-ce la peur ? La peur de voir des femmes devenir des femmes de génie et remettre en question le postulat selon lequel le génie serait masculin ? Mais avant d'aller plus loin, le génie se doit d'être défini. L'art des ingénieurs, esprit savant, personnage surnaturel, aptitude faisant qu'une personne est capable de créer des choses nouvelles. Créer des choses nouvelles. Pas de génie sans créativité donc. La créativité est la condition primordiale du génie.
On peut être très savant en maths, physique, chimie et n'être que talentueux. L'homme de talent ne sait que parfaire ce qui a été fait avant lui. L'homme de génie, lui, trouve du nouveau. Alors, le génie n'est donc pas l'avantage de la masculinité? La créativité, essence même du génie, n'est-elle pas une expérience profondément féminine? Est-ce qu'on ne nous reconnaît pas, à nous les femmes, cette qualité d'être créative? La créativité définitivement est féminine, elle est même conjuguée au féminin. Jean-Paul II disait du génie féminin qu'il est cette capacité à voir loin, à entrevoir et à voir avec les yeux et avec le cœur. Parce que quand on voit avec ses yeux, son cœur et son intelligence, on accède au divin. Et quand on voit loin, on envisage des situations auxquelles personne n'avait pensé avant. Si, croyez-moi, le génie féminin peut même transformer les objets qui nous entourent et se doit d'être aujourd'hui représenté équitablement au sein de foyers d'innovation. Ce n'est vraiment pas une femme qui a conçu l'appareillage de mammographie, qui écrase les seins et nous fait redouter comme la peste cet examen. Ou encore la ceinture de sécurité qui comprime le ventre des femmes enceintes. Si une femme avait été présente, croyez-moi, ces innovations seraient bien plus adaptées à leurs utilisateurs et du coup plus performantes. Nous, les femmes, nous n'avons pas les mêmes préoccupations que les hommes. Nous voyons plus loin. Face aux grands défis sociaux, économiques et technologiques auxquels l'Afrique fait face, il est plus qu'important de favoriser, encourager les femmes africaines à s'orienter vers l'ingénierie, l'innovation et ainsi déployer leur créativité. On doit inciter les filles et les femmes à poursuivre leurs ambitions personnelles, professionnelles, sociales ou même politiques, mais également encourager les garçons et les hommes à agir comme alliés des femmes, dans une quête commune d'une Afrique meilleure. Je pense définitivement que les hommes font partie de la solution, mais ça commence à la maison, à l'école. Les pères, les frères doivent parler et motiver les filles. Les hommes du milieu scolaire et de l'industrie doivent s'adapter aux femmes de manière inclusive. Il semble bien difficile de nommer une femme inspirante pour les autres femmes. Lorsqu'on parle de génie, l'ombre masculine plane. Aussi, il faut comprendre comment nous nous percevons nous-mêmes et combien les jeunes femmes manquent de modèles inspirants. Elles existent bien, pourtant, ces femmes de génie, ces travailleuses de l'ombre qui œuvrent à rendre notre monde meilleur. On en parle trop peu, c'est vrai. Et si on célébrait nos ingénieuses africaines et qu'on accordait le génie au féminin? Allez, je commence. Claire Samba Kembi, 30 ans, la centrafricaine qui scrute le comportement des moustiques pour faire avancer la lutte contre la malaria. Rose Mutiso, 30 ans, la Kenyane qui démocratise les sciences au Kenya. Conférences, tweets, podcasts, soirées branchées. Pour cette spécialiste des questions énergétiques, tout est bon pour dépoussiérer l'image de sa discipline. Ariel Kitio, 28 ans, doctorante en génie logiciel et fondatrice de la start-up Cameroon Youth School Tech Incubator. Développeuse d'un logiciel baptisé ABC Code, conçu pour familiariser des enfants de 7 à 15 ans au code informatique et à l'intelligence artificielle. Et vous, quelles sont les femmes africaines qui vous inspirent? J'attends vos réponses en commentaire. Vous pouvez compter sur nous. Par Virginie Fanny Diaz. Pour moi, c'est une belle aventure que de me poser pour retracer mon parcours de family leader. Et je vous remercie pour cette opportunité. Alors, suis-je née leader? Certainement oui, quand je revois mes photos d'enfance. J'étais déjà une grande adepte des poses sur les photos, j'aimais la mode, j'adorais les salopettes, et je dois dire que j'adore toujours les salopettes. Enfant, j'étais déjà une star. Aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais voulu ressembler aux autres. Ma différence a toujours été mon identité, mon ADN. Je voulais penser différemment, m'habiller différemment, m'assurer en entrant dans une pièce que tous se souviendraient que j'y avais été.
Mais d'où me vient ce caractère? Sans doute de ma date de naissance. Je suis née une veille de jour férié. Oui, les stars ont besoin de repos après une arrivée triomphale. Je fais la fête le 14 août, puis le 15 août, je me repose et je rends grâce. Vous l'aurez compris, je suis née sous le signe astrologique Lion, et ce n'est pas tout. Je suis Lion, ascendant Lion. Et oui, il est important de ne jamais faire dans la demi-mesure. Mais alors, est-ce que j'ai grandi en leader? Pas toujours, je dirais même pas du tout. En grandissant, j'avais peur de tout. Mes parents m'envoyaient éteindre les lampes extérieures. En revenant, je courais parce que j'avais peur de l'obscurité et je me heurtais au véhicule dans le garage. J'avais tellement peur que ça se voyait. Et l'une des rares fois où j'ai pris le bus pour rentrer de l'école à la maison, je me souviens avoir reçu dans le bus la seule gifle de ma vie, provenant d'une fille que je n'avais jamais vue. Mais pour quelle raison m'avait-elle giflé? À mon sens, absolument aucune. J'étais, je pense, la bullied girl. J'étais la plus jeune de ma classe, c'est vrai. Certaines de mes camarades de classe avaient 2 ans, parfois 3 ans de plus que moi. J'étais rouquine et très mince. Et je me souviens que papa, lorsqu'il voyait une femme mince à la télévision, se moquait de moi et disait « Mais regarde comment cette fille est fanitique ». Alors ceux qui me connaissent bien vous diront qu'il m'appelle Fanny. Donc fanitique, c'était pour dire rachitique, comme moi. J'étais celle que l'on menaçait en lui disant « Attends-moi devant l'école pour que je te frappe ». Vous voyez un peu. Heureusement pour moi, le chauffeur m'attendait devant l'école. J'ai pu ainsi éviter la terreur que certaines filles infligeaient à leurs camarades de classe. Et pourquoi je dis les filles? Puisque j'étais scolarisée à l'institution Notre-Dame de Dakar, qui n'accueillait à mon époque que des filles. Pourquoi je remonte aussi loin? Parce que les femmes sont souvent les ennemies des femmes. Aussi loin que je me souvienne, les femmes ont été peu bienveillantes à mon endroit. Et je m'étais promis en grandissant de devenir un soutien bienveillant pour toutes les femmes. Cette promesse, avec le recul, je dois dire que je l'ai tenue. L'autre élément qui a marqué mon enfance et qui a contribué à faire de moi une femme forte, c'est bien entendu l'impact de l'éducation que j'ai reçue et notamment le rôle de mes grands-mères. J'insiste sur un point, je reste convaincue que le concept de rôle modèle saute souvent une génération. À titre d'exemple, maman est une grande sportive. En 1973, maman capitaine de l'équipe nationale de basketball du Sénégal a remporté avec ses coéquipières le championnat d'Afrique de basketball. Donc je peux le dire, maman est une championne, elle est un leader, plus petite de taille que ses coéquipières, mais capitaine, compte tenu de sa forte personnalité. Et ce ne sont pas les anciennes du lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar qui me contrediront. Je pense qu'elles retiennent toutes de Madame Diaz une main de fer dans un gant de velours. Et maman, en sa qualité de censeur du lycée Kennedy durant une décennie, a fortement contribué au développement de femmes leaders au Sénégal. Alors, pourquoi le rôle modèle saute une génération? Nous sommes 3 frères et sœurs, 2 filles et un garçon. Aucun parmi nous n'est un grand sportif. Maman a par ailleurs 8 petits-enfants qui sont tous sans aucune exception de grands sportifs. Des champions de course, des champions de karting, des champions de hockey sur glace, de natation et j'en passe. Maman reste la femme leader pour laquelle j'ai la plus grande admiration. Et je peux vous dire aujourd'hui, je la remercie du fond du cœur pour avoir mis un terme à sa brillante carrière de sportive en 1973, pour s'être mariée et m'avoir donné la vie en 1974. Quelle est l'autre raison qui me fait dire que le rôle modèle saute une génération? Là, j'en arrive à mes 2 grands-mères qui m'ont fortement inspirée. J'ai eu la chance de grandir avec ma grand-mère paternelle qui vivait avec nous. Je retiens de ma grand-mère paternelle les meilleurs souvenirs de mon enfance et une éducation pour la vie. Lorsque mes parents rentraient tard, je récitais mes leçons à ma grand-mère. J'étais convaincue
convaincue qu'elle comprenait tout ce que je disais. C'est à l'âge de 7 ans que je demande à ma grand-mère de m'expliquer une leçon que je ne comprenais pas. Et à ma grande surprise, elle m'apprend qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Et je découvrais ce jour-là que ma grand-mère n'était jamais allée à l'école. Et je me disais, mais comment cela est-il possible? C'est en interrogeant quelques jours plus tard ma grand-mère maternelle que cette dernière me confirme qu'elle non plus n'avait pas eu la chance d'être scolarisée. Et c'est à ce moment que je me suis promis d'aider les femmes à être scolarisées lorsque je serai en position de décider. L'une de mes premières actions en entamant ma carrière de directrice Talent Afrique aura été d'octroyer des bourses d'études à des jeunes talents africains défavorisés. J'ai ainsi tenu ma seconde promesse. De ma grand-mère paternelle, je retiens un motto. C'est elle qui m'aura appris que mon premier mari dans la vie devrait être mon diplôme, que mon second mari devrait être ma carrière professionnelle et que mon époux avec lequel je me marierai devrait être en 3e position. C'est assez curieux, hein? Alors la seule fois que je n'ai pas respecté cet ordre, c'est lorsque j'ai suivi un homme en expatriation et que j'ai vécu une expérience douloureuse. En entendant pour la première fois « ce n'est pas à moi de payer ton coiffeur », je me suis juré que plus jamais un homme ne me le dirait de mon vivant. Alors pourquoi ma grand-mère m'avait donné ce conseil? Parce qu'elle avait élevé seule mon père. Parce que ses heures de travail en qualité de lingère chez les prêtres lui auront permis d'inscrire mon père dans un établissement privé catholique de la maternelle au baccalauréat. Une femme ménagère, immigrée et illettrée aura élevé l'un des plus grands dirigeants du Sénégal, mon papa. Elle en aura fait un député et vice-président à l'Assemblée nationale et un ministre de la République. Donc ma grand-mère paternelle était une femme forte, intelligente, un vrai leader. Et je suis fière de porter son prénom, Virginie. Voilà, donc j'ai la profonde conviction que les femmes africaines n'ont pas attendu la scolarisation pour incarner le leadership féminin. Je peux le dire en toute simplicité, la femme africaine est un leader naturel. Pour ce qui est de ma grand-mère maternelle, je retiens sa grande intelligence malgré son illettrise. Grâce à ma grand-mère maternelle, je suis convaincue que les femmes sont plus brillantes que les hommes. Et sur quoi je me fonde pour le dire? Mon grand-père maternel, comme mes deux grands-mères, avait fui la sécheresse des îles du Cap-Vert pour émigrer vers une meilleure vie au Sénégal. Mon grand-père lisait le journal quotidiennement. Mais vous me direz, comment pouvait-il lire en étant illettré? Alors un jour, ma grand-mère lui dit Chico. Alors Chico, c'est le diminutif du prénom Francisco. Chico donc. Vous lisez le journal à l'envers, retournez-le. Et mon grand-père, je dois dire comme certains hommes qui mettent leur orgueil en avant, répond à ma grand-mère. Mais gnagne, comment savez-vous que le journal est à l'envers alors que vous n'êtes jamais allé à l'école? Ma grand-mère délicatement lui répondit, Chico, certes je ne suis pas allée à l'école, mais je vois bien que la tête des personnes sur le journal est à l'envers. Alors là, pour moi, c'est une anecdote qui est excellente et que j'adore raconter parce que voilà sans aucun doute une preuve irréfutable de l'intelligence des femmes. Donc, avoir mes grands-mères comme rôle modèle m'aura permis de construire ma résilience et de faire face à toutes les situations qui se sont présentées à moi. Aujourd'hui, je peux le dire, je suis une femme mise en quarantaine, décomplexée et forte. La peur, je ne connais plus. Et quand le doute s'installe, je pense à la force de caractère de maman et au courage de mes grands-mères. Si elles sont ou ont été des femmes leaders, pourquoi pas moi? Plusieurs situations m'ont aidé à me construire. Certaines ont été cocasses, parfois douloureuses. D'autres ont été inattendues et parfois étonnantes. Mais de toutes ces situations, j'ai retenu des leçons. Toutes, sans exception, m'ont fait grandir. Alors, quelles sont ces situations? Entre autres,
je dirais que c'est l'homme qui décide de te quitter. La maîtresse qui te pourrit la vie, la maman qui te déteste, tes copines qui te trahissent ou qui sont incapables d'être authentiques, tes proches qui sont super heureux de tes malheurs et qui prennent plaisir à te narguer. Trouver un subterfuge pour inscrire tes enfants noirs dans un lycée d'excellence du 16e arrondissement de Paris et faire en sorte que tes enfants soient épanouis dans cette école. Ton collègue homme blanc à qui tu annonces fièrement que ton fils vient d'obtenir le baccalauréat scientifique avec la mention très bien et qui te répond « Son papa doit être intelligent ». Bien sûr. Être une femme noire dans un monde professionnel en majorité constitué d'hommes. Bref, la liste est longue, mais c'est la vie. Et j'ai appris à ne plus m'en émouvoir. La jalousie, la méchanceté, l'hypocrisie, le jugement des autres, les médisances, les curieux maladifs qui cherchent à s'immiscer dans ma vie, tout ceci ne me touche plus. J'ai appris à faire le tri autour de moi et à m'éloigner de tout ce qui est toxique pour ma vie. Je ne m'encombre plus. Ma priorité, désormais, c'est moi. Et alors, j'aime dire que j'ai 21 ans aujourd'hui, mais 21 ans auxquels je rajoute 25 ans d'expérience de vie. Et pour moi, c'est l'expérience de vie qui construit le leadership. À mon âge, je suis aujourd'hui totalement alignée avec moi-même. Je suis extrêmement fière de mon parcours. Je me sens belle, magnifique, pas grosse ni mince. Je trouve que je suis intelligente, gentille, bienveillante et je me focalise plus sur mes nombreux axes de progrès. Parce que pour moi, la vie est faite pour continuer d'apprendre et s'améliorer avec le temps. Je regarde mon verre à moitié plein, je ne le regarde plus à moitié vide. Je dois dire que la vie m'a énormément donné et qu'il m'appartient de faire preuve de gratitude et de soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Je n'attends rien en retour lorsque j'aide les autres. Je le fais parce que cela me fait du bien d'aider les autres. Je pense que j'aime profondément ça. Et j'ai la chance d'avoir autour de moi des personnes extrêmement reconnaissantes également du bien que je peux leur apporter par le biais de mes actions. Ma plus grande fierté reste d'avoir élevé mes deux fils aujourd'hui âgés de 20 ans et de 18 ans. Je les ai élevés dans l'excellence, dans le respect d'autrui, notamment des femmes. Mes deux fils ont obtenu le baccalauréat avec la mention très bien, j'aime le dire. Ils ont tous les deux été admis dans l'une des 10 meilleures universités au monde. Mais je pense que j'aurai complètement réussi ma mission lorsque, je l'espère, leurs épouses seront parfaitement heureuses avec mes fils. Pour apporter ma contribution au leadership des femmes, j'ai pris le ferme engagement d'éduquer mes fils. J'ai la chance d'avoir ces deux garçons. Lorsque mon fils aîné et ses copains créent leur première start-up, je me souviens que mon fils propose d'associer des filles. Et lorsque les copains de mon fils lui répondent « mais nous ne voyons pas ce que les filles vont nous apporter », c'est mon fils lui-même qui leur répond « si elles sont à UCL, University College of London, une des 10 meilleures universités dans le monde, c'est qu'elles ont forcément du talent et beaucoup à nous apporter ». Et mon fils de rajouter « si nous n'associons pas de filles dans ce projet, je ne m'engagerai pas ». J'étais témoin de cette scène et je n'en revenais pas que des jeunes garçons de 18 ans aient de tels préjugés sur les filles. Toutefois, j'étais tellement fière de la réaction de mon fils que cela m'a confortée, je dirais, dans l'évolution de la place de la femme dans la société. Les filles ont finalement été associées à ce projet et je pense fermement que notre responsabilité en tant que maman, c'est d'apprendre à nos garçons qu'ils pourraient être en situation d'avoir une épouse, par exemple, qui perçoit une rémunération supérieure à la leur, mais ce n'est pas grave. Parce qu'au final, la femme qui investit dans sa maison, mais ce sont des revenus qui rentrent dans le foyer. Et la femme est connue pour investir systématiquement ses revenus pour sa famille. Alors, mes fils, Axel et Chris, je peux vous le dire, ils sont adorés par les filles. Certes, ils sont magnifiques et brillants. Et je pense que c'est à nous, les parents, d'encourager nos enfants, de leur dire qu'ils sont super, qu'ils sont les plus beaux, qu'ils sont les plus brillants. Mais surtout, parce qu'ils ont un profond respect pour les femmes. Je pense que c'est la raison essentielle pour laquelle les femmes les apprécient.
Et ça, je peux le crier haut et fort, ils le tiennent de l'éducation inculquée par leur maman. Ils me voient forte, ils me voient travailleuse, ambitieuse, tout en restant attentionnée. Et je reste convaincue qu'ils seront les plus grands supporters du leadership féminin dans leur vie. Je pense, c'est un dicton anglais qui dit « You can't be what you can't see ». Et pour une mommy of two boys comme moi, je pense qu'il nous appartient de montrer l'exemple, d'éduquer nos garçons, d'en faire des ambassadeurs du leadership féminin, pour que les filles qui deviendront femmes ne se posent plus la question de leur place dans la société, ni celle de leur leadership. Il s'agit de parler de l'égalité de l'homme avec la femme. Le chemin est encore long, c'est clair. Mais j'ai envie de dire aux filles, faites-nous confiance les filles, vous pouvez compter sur nous. J'aurai un message pour la fin. J'ai envie de dire à toutes les filles, à toutes les femmes, aimez-vous. Si vous avez encore des doutes, achetez-vous un miroir. Croyez en vous, regardez-vous tous les matins et dites-vous, je suis belle, je suis forte, je peux le faire. Osez être vous-même, soyez votre propre ambassadeur. Mais soyez également bienveillante à l'endroit des autres femmes, soyez généreuse et soutenez-vous. Moi, je pense, pour ma part, avoir fait le chemin que je devais faire et je pense avoir apporté ma contribution. Donc, si j'ai fait ce chemin, que je suis passée de la confiance en moi à la peur et qu'aujourd'hui, je me sens forte, toutes les femmes, normalement, doivent pouvoir faire ce même chemin. Alors, je ne terminerai pas sans dire un grand merci et surtout un grand bravo à Alexandra Ngan-Young pour cette magnifique opportunité. Je dois dire que j'ai adoré cet exercice. Un grand merci. En espérant que ce podcast vous a plu, nous vous invitons à découvrir d'autres sujets des mises en quarantaine sur toutes nos plateformes de partage. N'hésitez surtout pas à nous faire part en commentaire ou message privé de vos avis et suggestions. À très bientôt.